Voilà. Mais écoutez, nous allons passer un petit peu aux diapos que je vais vous présenter. Voilà donc effectivement la première qui était programmée, hein, c'est-à-dire bon, les coordonnées que l'on vient de vous donner sur ma personne. Et voilà un petit peu les lieux dans lesquels nous avons effectivement, avec Henri-Germain Deloz, essentiellement travaillé. C'est-à-dire que nous avons fait la totalité. Dans la maison, je vois ton truc, tu peux. Oui, bon. Ceux qui ont le micro allumé, est-ce qu'ils peuvent le fermer, s'il vous plaît? Je vous remercie. Merci, monsieur. Voilà. Donc, effectivement, nous avons travaillé et participé à des tas de recherches en Méditerranée, bien sûr, mais on a attaqué aussi plus tard l'Atlantique et surtout la mer du Nord. Moi, quoi qu'il en soit, le fait d'avoir le matériel que je vais vous présenter pour faire ces recherches, il est évident que nous avons trouvé à peu près environ 80 épaves qui étaient aussi bien antiques que modernes, hein, ou historiques même. Voilà. Et c'est cette partie que je vais vous présenter. Alors, vous savez qu'il existe une réglementation maritime sur les antiquités, c'est-à-dire qu'il y a eu deux lois, la loi de 1961 qui imposait, lorsqu'on trouvait quelque chose, de le déclarer, et que cet objet isolé permettait à l'inventeur de la découverte d'avoir un petit cadeau qui était financier ou en nature, essentiellement en nature, ce qui a été fait. Hein, on vous enregistrait votre découverte et elle vous était remise. Hein, voilà. Et puis ensuite, il y a eu la loi de 89 qui, elle, ne permet plus que l'on remonte du fond le moindre objet. Hein, la découverte impose une déclaration dans les 48 heures. C'est-à-dire, ce sont devenus des biens culturels maritimes qui appartenaient à l'État, ce qui a effectivement changé totalement le comportement des plongeurs, puisque à ce moment-là, eh bien, on n'était plus rien. Hein, et on a eu rarement des retours qui ont été faits en contrepartie. Donc, ce que je vais vous présenter a été fait suite à la recherche de l'épave de Saint-Exupéry. Avec le président Henri-Germain Deloz, nous étions décidés de faire le tour, effectivement, d'une grosse partie de la Méditerranée, de façon à pouvoir effectivement trouver les morceaux qui restaient de l'appareil, puisque deux morceaux avaient été trouvés, que vous allez voir tout à l'heure, l'un par notre ami Luc Van Rel, et un autre que j'avais retrouvé, moi, un autre morceau de cet appareil, les points, les chiffres portés par les carcasses l'ont prouvé que c'était l'appareil de Saint-Exupéry. Quoi qu'il en soit, d'autres avions de ce type ont été coulés dans la région de la Ciotat, il y en a deux, hein, et celui de Saint-Exupéry a été complètement disséminé par les chaluts, certainement, et les moteurs et les éléments que nous avons retrouvés se trouvaient contre de la roche, tout simplement parce que les pêcheurs, à force de prendre dans leur drague, dans leur filet, des éléments qui les empêchaient de pêcher, les posaient, une fois qu'ils avaient sorti de l'eau, ils les posaient contre des rochers, hein, aussi bien du côté de l'île de Riou que du côté de la Cassidaigne, au large de Cassis. Voilà ici mon ami Jean-Claude Bianco, qui est le patron pêcheur qui a découvert la gourmette de Saint-Exupéry. Cette gourmette a fait couler beaucoup d'encre, puisque pendant longtemps, la famille refusait de croire que c'était celle de Saint-Exupéry. Il faut savoir qu'il y avait des intérêts derrière, tout simplement parce que Saint-Exupéry recevait toujours de l'argent compte tenu de la vente de ses livres. Et il leur restait, c'est pour ça qu'ils ont fait traîner un peu l'affaire, il restait 2 ans avant que tout cela ne s'éteigne, hein, et qu'on tombe, si vous voulez, dans la fin de l'assurance. Voilà la gourmette de Saint-Exupéry, qui se trouve maintenant, bien sûr, au musée de l'air et de l'espace du côté de Paris. Et cette gourmette, bien entendu, a fait beaucoup d'encre et a même été parfois à créer des maladies au point de vue de son découvreur, Jean-Claude Bianco. Voilà la partie qui était intéressante, Antoine de Saint-Exupéry, et puis le nom de son épouse, hein, qui était dessous, et avec leur adresse qu'ils avaient. Voilà le morceau de l'avion que j'ai retrouvé moi-même, hein, au large devant le Cassidaigne, à une profondeur de 37 mètres. Vous voyez, ce n'est pas très profond.
mais c'est un morceau qui avait été amené certainement par les chalutiers, hein, et qui a été déposé là de façon à ce qu'il ne soit plus repris dans le chalut, ce qui empêchait de pêcher, comme je viens de vous le dire. Ici, vous avez le morceau qui a été nettoyé, et sur ce morceau, effectivement, il y avait des numéros qui ont permis de justifier cela. Alors là, vous avez le plan de la partie que nous avons entièrement draguée, on va dire, détectée. Il y avait la gourmette au milieu, et ensuite la queue de l'avion se trouvait un petit peu sur la droite, là. Mais par contre, il y a deux autres types du même avion qui se trouvent dans la baie de la Ciotat, hein, une très proche de la Ciotat, l'autre proche des Lecs, hein, et dont on connaît le nom des pilotes, James Riley et Harry Greenett. Hein. D'ailleurs, nous avions reçu à Cassis la tante de Miley. Ici, vous avez le liquide, le fond du bateau, hein, c'est le morceau qu'a retrouvé Luc Van Rel, hein, et qui a été un petit peu étudié par, d'ailleurs, pas qu'un peu, beaucoup par Philippe Castellano, hein, qui était un spécialiste dans le domaine de l'aviation et des épaves antiques du domaine aérien. Alors, nous voilà ici sur le bateau, le Minibex, qui était le bateau de Henri-Germain Deloz, le bateau de la Comex, et qui effectivement était parfaitement équipé. Il faut savoir que si on veut retrouver des éléments sous-marins, quelle que soit la profondeur, et nous on pouvait aller jusqu'à 3000 mètres, eh bien il fallait un matériel assez important que je vais vous décrire. Voilà encore un morceau de cet avion avant d'y passer, et c'est la partie, ça qui était au pied de l'île de Rive. Voilà la partie supérieure avec le compresseur, hein, qui se trouve ici, et un schéma d'un des moteurs de cet avion. Nous voilà avec Luc Van Rel, tous les deux, devant les pièces qui ont été sorties de l'eau, à des profondeurs de 62 mètres, entre 45 mètres et 62 mètres. Le train d'atterrissage, l'un des trains d'atterrissage de cet avion. Voilà ici le turbocompresseur d'un des moteurs. Et le numéro qui a permis effectivement de bien savoir que c'était l'avion de Saint-Exupéry, puisque vous savez que lorsque les avions sont fabriqués, ils portent des numéros sur certaines pièces, ce qui permet effectivement de les retrouver et de les reconnaître plus facilement. Voilà ici deux parents de Saint-Exupéry, hein, qui, eux, pendant longtemps, pendant moins de 2 ans, ils ont tenu fort que la gourmette n'était pas celle de Saint-Exupéry. Ben, c'est tout simplement parce qu'il y avait encore des droits d'auteur qui tombaient, hein, et ben, bien sûr, ils se sont battus pour les avoir jusqu'au bout. Ce sont des cousins. Alors ici, la photo, le document de Saint-Exupéry, hein, c'est son document pour comme quoi il a été décédé, hein, au-dessus, si on peut lire, hein, il a été porté disparu. Et voilà l'acte de disparition de Saint-Exupéry, hein, où il est bien spécifié qu'il était parti pour une mission de la Corse jusqu'au niveau de Lyon pour faire de la photographie aérienne, et que, bien sûr, en rentrant, il s'est fait attraper certainement par les canons, et ce qui a effectivement, il est tombé en Méditerranée, très proche de la côte. Les moyens COMEX, effectivement, comme je vous le disais, on ne peut aller en mer et faire de la recherche archéologique ou autre que dès l'instant où on a les moyens. Les moyens sont les suivants. D'abord, il faut des bateaux. Ici, vous avez le catamaran Génus 2 qui a été baptisé en 2001. Ça a été le dernier bateau fabriqué pour la COMEX. C'est un bateau qui est parfaitement équipé. Et ici, le bateau, on va dire amiral, hein, du président Deloz, hein, c'était le Minibex. Hein, ça, c'était son bateau préféré. C'était le premier bateau qu'il a construit et équipé pour faire des fouilles archéologiques, mais aussi des fouilles dans le domaine du pétrole. Hein, il faut savoir que la COMEX a beaucoup travaillé pour le pétrole, et effectivement, ça leur a permis, avec les moyens qu'ils avaient, de pouvoir faire des découvertes, mais aussi participer à des implantations de sites, hein, comme par exemple les éoliennes et tout ça, en dehors de Total. Le sous-marin Rémora 2000, profondeur acceptée 600 mètres, hein, c'est un biplace qui est parfaitement équipé,
avec des photos, avec des appareils photo, avec des projecteurs. On avait 2000 watts, et ce qui permettait effectivement, sans se mouiller, bien sûr, de faire de très belles découvertes, d'autant plus qu'il était armé d'un bras hydraulique, ce qui permettait aussi de ramasser des choses, des éléments. Et avec ce sous-marin, avec le président de l'OZ, on passait des fois 3 heures à l'intérieur et on se régalait parce qu'on se déplaçait tous les deux, on se racontait des histoires et ça ne nous empêchait pas quand même de faire de très belles découvertes et de voir aussi, pas que des épaves, bien sûr, mais aussi la végétation et tout ce qui était poisson ou découvreur. Le sous-marin Remora, le voici. Là, il était en train de plonger, il va partir en plongée. Et on était équipé de ROV. Le ROV est un petit instrument, petit c'est un grand mot, mais c'est quelque chose qui est facilement manipulable et qui est équipé d'un appareil photo, bien sûr, d'un éclairage, mais aussi d'une petite pince que vous avez devant. Et là, nous sommes sur une épave étrusque de la Méditerranée et ça permettait aussi de faire des photos assez rapidement. Et ensemble, on regardait l'image à l'intérieur du bateau à travers, bien entendu, la télévision, ce qui nous permettait d'être au sec et de pouvoir travailler pendant des heures et des heures avec le ROV sous l'eau, puisqu'il était alimenté à la fois en électricité par le bateau et les remontées se faisaient de la même façon devant les télévisions que nous avions à bord. Ici, on a un sonar. Le sonar permet d'avoir une image du fond. Cette image, elle peut être contrôlée aussi bien dans les détails, dès l'instant où on met, par exemple, par rapport à la ligne de foi étant l'axe du navire, la ligne du trajet. De chaque côté, on pouvait mettre jusqu'à 50 mètres ou 500 mètres, ce qui permettait effectivement soit des recherches de petites espèces ou de choses très, très, très petites, ou alors, dès l'instant où on recherchait des bateaux importants, eh bien, on pouvait se mettre sur 500 mètres d'un côté, 500 mètres de l'autre, ce qui nous permettait de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et on n'oublie rien surtout. Voilà un autre sonar, qui est un sonar un peu plus récent, qui était à bord du Minibex. Et puis voilà une image sonar. Vous avez ici l'axe vertical, la ligne de foi, que l'on appelle pour un bateau, et de part et d'autre, les images que l'on pouvait retrouver. Ici, nous sommes sur du fond, avec sur la gauche quelques cailloux qui sont là, mais au milieu de ces cailloux, il y avait un dolia, c'est-à-dire une grosse jarre romaine qui peut porter 300 litres à peu près de volume et qui se trouve là. On l'a découverte comme cela et elle y est toujours d'ailleurs, tout simplement parce que c'était, dès l'instant où on avait un petit signal qui nous attirait, eh bien on repassait dessus, on faisait une photo un peu plus grande et on s'est rendu compte qu'il y avait là une pièce archéologique. Ensuite, on avait aussi des sondeurs multifaisceaux. Alors ça, c'est intéressant. Ça permet effectivement d'avoir une immensité de détails sur le fond de la mer avec des projections qui sont colorées ici et chaque couleur vous donnait une image de la profondeur. Bien entendu, si on était sur l'ordinateur avec une télévision à côté et que l'on trouve ça, on avait effectivement, en portant l'index dessus, la profondeur exacte à laquelle on se trouvait. Mais vous avez ici une image particulière et identique de ce qu'il y a au fond. Et ça nous faisait avancer pas mal, de façon à savoir s'il y avait une épave ou s'il y avait quelque chose, c'était visible. Et ce sondeur multifaisceau nous a rendu beaucoup de services. Voilà, par exemple, un bateau. C'est le Natal, qui est coulé au large de la Méditerranée, là, au large de Marseille, qui a été construit en 1881, parcouru des messageries maritimes. Vous voyez, longueur 131 mètres, largeur 12 mètres 80, avec une belle jauge. Il a été abordé le 30 août 1917 par le Malgache, un truc comme ça. Voilà, parce que là, je suis un peu... Voilà. Donc, vous voyez, mais on pouvait avoir aussi une image beaucoup plus saine, beaucoup plus fine, en passant, mais elle ne nous intéressait pas. Donc, on n'a fait que cette image-là. Voilà un avion. Ça, c'est un avion, un Genker 88. Vous voyez, l'image est déjà plus fine. On retrouve bien les ailes, les deux moteurs de part et d'autre de la carlingue. Et au milieu, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas donc le poste de pilotage, il lui manque le dessus, tout simplement parce que les deux pilotes, alors on n'est pas profond, on est dans l'étang de mer,
il y avait 12 mètres de fond. C'est une épave qui est là-bas, qui est au fond, et qui les pilotes, les deux, le pilote et le copilote, ont pu sortir tranquille de cet avion. On l'a su par la suite. Et donc, effectivement, c'est un Junker 88, un avion allemand de la guerre de 40. Le blaster, un autre instrument que la COMEX a inventé, je peux vous le dire, ça permet effectivement de balayer le fond. C'est-à-dire que vous avez de part et d'autre des moteurs qui sont des moteurs sous-marins, et ces moteurs ont une hélice, ce qui permet de ventiler le fond de façon à pouvoir enlever à la fois les algues, le sable, et de nous apporter l'épave dans une parfaite propreté. Et là, on faisait des essais, mais on l'a utilisé X fois. Alors, c'est très important parce qu'on ne touche rien, on ne salit rien, d'autant plus que là, actuellement, le blaster est posé au fond, mais on pouvait le garder accroché par le câble au bateau si on ne voulait pas toucher le fond, et le balancer et le balader, ce que nous avons fait sur beaucoup d'épaves en Corse, qui étaient des épaves intéressantes et qui nous ont permis, on ne les voyait pas au départ, comme ça, on savait qu'il y avait quelque chose parce qu'il y avait une amphore qui dépassait ou autre, et ensuite, en le nettoyant, on découvrait le bois. Alors, les découvertes que nous avons eues, bien sûr, durant la recherche du P-38 du commandant Antoine Saint-Exupéry, je vais vous les décrire, et vous allez voir qu'il y en a pas mal, et beaucoup ont été découvertes à des profondeurs entre 120 mètres, 130 mètres, jusqu'à 90 mètres à peu près. Voilà la zone que nous avons couverte, qui a été couverte par le sonar. Vous voyez, il y a 326 km², c'est pas rien, mais on faisait des passes. Même le soir, Henri me disait, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Même le soir, en mangeant, le commandant était à bord, ou le matelot, ou moi-même, on se mettait à bord pour piloter, ou pour surtout regarder qu'il n'y ait pas de bateau devant le nôtre. Et puis, on travaillait même le soir très tard, tout simplement parce qu'on faisait de la recherche avec le sonar, et on avait cette image-là, ces images qui revenaient devant la télévision à bord du bateau. Et là, vous voyez un petit peu tout ce que nous avons fait entre La Ciotat et Marseille, bien sûr. Et là, on a trouvé pas moins de 8 épaves que l'on a par la suite visitées. Alors voilà les épaves antiques que nous avons découvertes dans cette zone. Voilà. Alors, on a mis des noms un peu particuliers. Là, vous l'avez sur le haut. Épave 2, c'était la deuxième qu'on avait trouvée, mais on l'a appelée Titanic. Par la suite, maintenant, elle s'appelle Portmiu 4, Portmiu 3 ou un truc comme ça. Tout simplement parce qu'elle était énorme. C'est une épave qui devait avoir au moins 2 à 3 000 amphores dessus. Et donc, on l'avait baptisée Titanic. Vous voyez, là, j'ai gardé le nom encore. Là, voilà, 98 mètres de fond. Et vous avez effectivement toute une cargaison d'amphores qui est empilée. Elles ont fait un monticule qui fait à peu près 3 mètres de haut, et le bateau est sur une longueur d'à peu près 25 mètres. Donc, ce qui est énorme. Et cette épave nous avait marqué. Et c'est la raison pour laquelle, par la suite, bien sûr, le DRAS, lorsqu'on a tout déclaré, puisqu'on a tout déclaré ce qu'on avait trouvé, lui a donné un nom proche d'une roche ou d'une calanque qui se trouve à proximité de cette épave ou dans l'axe de l'épave. Mais c'est formidable. Voilà encore la Titanic, toujours à 98. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Là, voilà une épave 6, une autre épave, qui est un peu plus petite que la Titanic. Elle est moins sablée que l'autre. Et c'est une épave qui se trouve aussi à 88 mètres de profondeur, 92 mètres de côté, mais là on est sur les amphores, et qui est intéressante. Elle a été visitée par le DRAS, bien sûr, mais elle est restée telle qu'elle actuellement. Donc, l'épave 6, voilà encore. Alors, sur cette épave, elle est particulière, c'est qu'il y a deux types d'amphores différents. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait certainement 2 pôles de réception ou de prise en charge d'amphores garnis de vin ou parfois de salaison. Et ces bateaux faisaient le bord de côte. Il faut savoir qu'à l'époque, les bateaux faisaient du côte à côte, de pointe à pointe, comme on dit.
et que la nuit, bien, ils s'arrêtaient, quoi, hein. Et beaucoup s'arrêtaient, soit dans des endroits protégés comme les calanques, hein, il y a d'ailleurs un bateau qui est coulé dans une partie des calanques, ou alors dans des zones protégées en fonction du temps, du vent et de la météo, des conditions météo. À La Ciotat, devant l'île verte, hein, nous avons une épave qui est intéressante. On l'a appelée l'épave de l'île verte, c'est comme ça que le DRASM l'a côtoyé, l'a noté. Et là, voilà, sur le bateau, hein, on avait fait quelques sondages. Et là, nous sommes sur le bateau sur l'Archéonaute, qui était un bateau du DRASM, hein, avec lequel on avait fait des prélèvements, étant donné qu'il y avait pas mal d'épaves d'amphores qui étaient en surface. Et comme cette épave n'est pas très profonde, eh bien, avant qu'il y ait des risques par d'autres plongeurs, eh bien, bon, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, ce qui était tout à fait juste. Et qui, effectivement, pour laquelle, bien sûr, on a participé. Voilà encore La Ciotat. Hein, donc, il y a ces amphores qui sont placés, hein, bien protégés par à la fois des galets, quelques galets et pas mal de sable. Et puis, cette magnifique épave au Grand Ribot-F, l'épave étrusque. L'épave étrusque, 6 siècles avant Jésus-Christ. Nous avons là des amphores étrusques des Pi 5. Ce sont des Pi 5, il existait les Pi 3 aussi, bien sûr. Elles ont les mêmes formes et ça dépendait du volume qu'elles pouvaient emporter. C'est un sondage qui a été fait à 60 mètres de fond. C'est une épave magnifique que nous avons découverte avec Henri Germain et qui a été rapidement visitée par le DRASM, si bien que dans les musées de Marseille, on commençait à rencontrer pas mal de ce type d'amphores, amphores très rares, je peux dire. Et vous voyez bien l'ordre avec lequel elles étaient présentées. Il y avait plusieurs couches d'amphores. On voit bien celles qui ont toute leur ouverture sur le dessous, mais au-dessus, il y avait encore trois couches d'amphores, c'est-à-dire que c'était un bateau qui transportait énormément d'amphores. On peut estimer qu'il y ait un peu plus de 500 ou 600 ou 800 amphores sur ce bateau. Et c'est très, très beau. Et les Étrusques ont beaucoup travaillé avec beaucoup de détails. Et dans ce bateau, on a trouvé autre chose. Hein, voilà une façon de remonter une épave, vous voyez, avec le rémora. C'est-à-dire que nous avons sur le côté une ventouse qui est là, qui aspire et qui vient prendre possession de l'amphore par aspiration, ce qui permettait effectivement de pouvoir les déplacer ou les remonter en surface ou les mettre dans un panier, c'est ce que l'on faisait, sans qu'il y ait de plongeur au fond. Voilà. Et là, on avait fait effectivement un sondage assez précis, puisqu'on avait mis des petits plots qui permettaient de voir un petit peu l'endroit où il y avait des amphores, où il y avait autre chose, tel que du bois et autres. On va le voir. Alors voilà, par exemple, sur l'épave étrusque du Grand Ribot, hein, je suis là en présence avec mon ami Henri Germain, et on avait trouvé un pelvis du 6e avant Jésus-Christ. Hein, c'est un pelvis, c'était un grand plat en argile, avec un bec sur le côté qui permettait de récupérer les jus, et au fond du pelvis, il y avait des graines de pierre qui permettaient de hacher ou de brosser ou de râper, hein, des éléments, des légumes ou autres, pour en faire effectivement, pour en tirer le jus ou autre chose. Alors ces pelvis sont magnifiques, hein, et ça c'est un grand pelvis qui nous avait apporté beaucoup de bonheur à la découverte. Et voilà ce que nous avons trouvé aussi sur cette épave. Un ascos du 6e avant Jésus-Christ, toujours de l'époque étrusque, et qui représente d'un côté, vous avez Hercule et Thésée. Hein, vous l'avez, oui, moi j'ai le bandeau dessus. Hein, c'est Hercule et Thésée, hein, que l'on avait là. Oui, je me perds un peu la mémoire à force. Mais des pièces magnifiques, quoi, hein, c'est d'une finesse extraordinaire. Et là, on voit très bien les dessins qui avaient été portés dessus. La mission Archéomar, l'épave de Naples. Les Italiens avaient fait en 2004, ils avaient lancé un chantier pour faire la découverte, pour rechercher les épaves qui se trouvaient sur la côte ouest de l'Italie. Et là, bien sûr, il nous avait sollicité. Avec Henri Germain, il avait, tout passé par lui, bien sûr, il avait décidé effectivement de les aider. Et nous étions partis pendant 15 jours faire des recherches archéologiques sans qu'il y ait de prospection
par pièce pour ramasser les aimants, mais surtout pour les signaler et avoir leur point GPS, de façon à ce qu'ils sachent où elles se trouvaient. Et cette mission Archéomar nous a permis de découvrir pas mal d'épaves, et je crois qu'on a été ceux qui en ont reconnu le plus, retrouvé le plus, tout simplement parce qu'on avait les équipements. Et là, effectivement, vous voyez les tumulus que cela peut faire. Et là, vous avez effectivement peut-être 1 millier d'amphores qui sont dessous, parce que le bateau, il faisait à peu près une vingtaine de mètres de long. Et ce monticule-là, ce tas, fait à peu près, on va dire, presque 5 mètres de haut. Mais il n'y a pas que celui-là, vous allez le voir. Voilà, Naples toujours, des amphores à fruits. Vous voyez qu'elles ont une ouverture beaucoup plus importante. Et là, on a effectivement, on va dire, presque 5-6 mètres de haut, ce type de poterie sur un bateau qui était, effectivement, il devait faire une vingtaine de mètres aussi. Mais tout était chargé dessus. Et à l'intérieur, eh bien, on a retrouvé effectivement des éléments de légumes. Pas tous, mais parce que souvent, elles se fermaient là par des apports de sable ou autre. Et on en avait ressorti pour les Italiens 2-3 exemplaires. Et dans ces exemplaires, effectivement, on avait retrouvé des résidus qui étaient ensablés et qui ont bien montré à quoi servaient ces amphores. Et puis là, nos découvertes, bien sûr, sud de la Corse. On est chez nous, presque. Je vous dirais, on est presque chez nous. Mais là aussi, il y a des choses à voir, à revoir. Et nous avons effectivement travaillé avec la marine, les responsables de la marine en Corse, sur effectivement des recherches. Alors, tout cela était venu au départ de la marine qui se trouve en Corse, qui nous avait dit on a eu des échos comme quoi il y avait des épaves dans cette zone-là. Le président de l'OSC, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, puisqu'il y a des épaves, ça nous intéresse, on va y aller. Et là, effectivement, on a retrouvé encore pas mal de choses et des épaves magnifiques qui se trouvent dans cette zone-là, de même que de l'autre côté. Voilà. Mais là, pour l'instant, on avait cette zone-là qui nous avait été offerte. C'est pour ça que j'ai gardé cette image-là, puisque effectivement, on passe toujours sur le droit maritime. Et ça, c'est obligatoire. Et si bien que très souvent, même, on a embarqué à bord des officiers de marine qui, effectivement, venaient voir un petit peu comment on travaillait et ce qu'on découvrait. Et très souvent, ils étaient très satisfaits, même toujours, ils ont toujours été très satisfaits de ce qu'on a pu leur montrer et découvrir. Et voilà donc une très belle épave du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une épave dans le sud de la Corse. Vous voyez, on est en août 2005. Et là, il y avait donc des amphores, mais aussi des plats. Et une très belle collection de plats qui se trouvait là, aussi bien des plats comme celui que vous avez à l'image, mais aussi des bols, des assiettes qui étaient dans cette épave-là. Et vous voyez qu'elle est pas mal colonisée par des langoustes qui sont dessous. Et c'est quelque chose de magnifique. Voilà toujours cette épave. Elle est au large des îles Esperduto. Et là, effectivement, on a encore un type d'amphore qui est là, mais avec énormément de vie, énormément d'amphores, quoi. Voilà, c'est magnifique à voir. Et là, on est toujours à Esperduto. Et sur cette image-là, vous avez cet amphore-là qui est à droite et qui, effectivement, est presque le santon ou le pilier de l'épave, toujours très bien colonisé par les langoustes. Et là, on est effectivement dans des domaines qui sont à revoir. Mais toutes ces photos, tous ces films ont été remis, comme je vous le disais. Maintenant, c'est au ministère de pouvoir lancer des recherches ou des prélèvements ou des mises en sécurité de ce type d'épave. Vous voyez, toujours sud de la Vedzi. Et là, on était un petit peu particulier. On s'interrogeait. On s'interrogeait pourquoi? Parce que d'abord, il y avait ici, devant vous, vous avez une ancre qui est énorme. On voit la verge qui est là, derrière les langoustes. Les langoustes, n'en parlons pas, elles sont énormes. C'est des langoustes qui font à peu près 1,5 kg, 2 kg. Et elles sont énormes. C'était magnifique. Et
il y avait cette encre qui était là, toute seule, et une amphore. Une amphore qui dépassait, là voilà, l'amphore est ici. Qu'est-ce qu'on a fait avant qu'elle était en surface, mais l'ensemble du bois qui était sur le côté était recouvert de vase, était recouvert de sable. On a envoyé le rove, l'appareil que vous avez vu tout à l'heure, et on a balayé pendant tout un après-midi l'endroit où se trouvait cet amphore et l'encre, et on a découvert cette épave, le bois de l'épave qui était en sable. Et ça, si vous voulez, on ne pouvait le faire qu'avec le blaster, hein, qui est lui-même, sans qu'on descende du bateau, on a fait ça avec un blaster accroché à un câble. Il survolait la partie où se trouve l'épave et on a dégagé le bois de l'épave. Très, très belle découverte. Et là, voilà l'épave. Voilà le bois. Hein, et dans ce bois, on retrouve sur la partie droite en bas l'endroit où il y avait une pompe de cale. Il faut savoir que les bateaux de l'époque faisaient autant d'eau, même plus que ceux de maintenant. Et vous avez ici l'emplacement de ce qu'il y avait une pompe. Cette pompe, c'était simplement un câble ou une corde plutôt, pardon, une corde sur laquelle il y avait un tube en plomb que l'on a retrouvé, qui se trouve un peu sur le côté. Ce tube en plomb était tenu par les morceaux de bois que vous voyez juste au-dessus, avec l'empreinte du cylindre. Ce morceau de ce tube en plomb remontait à la surface et à l'entrée, on passait une corde à l'intérieur avec des rondelles de liège et on faisait une aspiration, une noria, hein, en montant, et les gens devaient tourner certainement au-dessus avec un morceau de bois et de manivelle pour sortir l'eau de la cale. Et on retrouve là à la fois la mise en place de la pompe, dont le morceau de bois se trouve dessus, l'autre se trouve caché actuellement, mais aussi au-dessus, vous avez cette ligne, cette membrure qui est sur le côté, là, au fond, avec les deux qui sont en coche, même il y en a une troisième derrière. Et bien là, c'était l'implanture du mât. C'était l'implanture du mât qui se trouvait là et qui était posée, cette définition. Et cette implanture, je reviens dessus, eh bien, on a retrouvé le bloc de bois qui venait à cet endroit-là, avec le trou où il y avait le mât, certainement, qui remontait bien sûr au-dessus du pont. Voilà au sud de Corse ce que nous avons trouvé. Vous voyez, donc un vase romain qui est enchâssé dans l'organo d'une ancre. Vous avez l'organo qui est devant vous et l'encre, la verge de l'encre qui part vers la gauche, là. Donc, vous avez cette poterie. On a retrouvé donc cet amphore qui était dessous. On avait retrouvé aussi un bol, d'ailleurs, qu'on a laissé au fond, qui ressemblait à celui qui est dessiné ici. On a oublié de le remonter. Et puis, il y avait ce petit pot, là, qui était sur l'épave. Alors, ces découvertes-là, elles sont remarquables. Dès l'instant où vous avez beau temps que vous travaillez là-dessus, c'est extrêmement beau. Et puis après, on a fait la Croatie. Alors, la Croatie, on part en Croatie une fois, on part une quinzaine de jours, et on arrive bien sûr à Vis, sur l'île de Vis, et on rencontre, bien sûr, on se signale auprès des affaires maritimes de la Croatie, et puis aux gens de la culture, en leur disant, voilà, nous avons la possibilité de faire des recherches dans votre secteur, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? La première réponse a été la bataille de Lissa. La bataille de Lissa, 1866, a opposé les Italiens contre les Autrichiens. Et de là, il y a eu effectivement une guerre, une bataille navale qui s'est faite dans le secteur. Ils nous disent, on n'a jamais retrouvé le bateau de chez nous. Voilà, il est au fond. Et puis on a dit, on va le chercher, si bien que nous l'avons recherché, et comme je vais vous montrer, on l'a retrouvé. Mais au passage, je tiens à vous montrer le lion de Saint-Marc. Le lion de Saint-Marc, il a une particularité. D'abord, c'est un symbole, mais aussi, c'est un symbole qui marquait un petit peu l'histoire et les faits qui se passaient à l'époque où il a été mis en place. Le
Léon de Saint-Marc, il a toujours la patte sur un livre qui se trouve sur la gauche, qui est supporté par un petit macaron qui est là, dessous. Et quand le livre est fermé, c'est qu'on est en période de paix. Et quand il a été placé avec le livre ouvert, c'est qu'on est en période de guerre. Voilà un petit peu, vous voyez, cette définition qui a été faite. Chaque symbole, on peut leur trouver une raison d'être. Et là, c'est ce qu'on nous avait indiqué. Et voilà donc un petit peu les poteries qui ont été trouvées dans le coin. Alors là, tout ça, après, ça a été donné au musée de la Croatie. Hein, ils sont partagés. Donc, de la belle vaisselle romaine qui est là. Et puis aussi les restes de la bataille de Lissa. Cette bataille de Lissa s'est faite donc en 1866 et elle a été faite avec des bateaux un petit peu modernes, hein, puisque les Autrichiens avaient déjà des bateaux à éperons. C'est-à-dire que ça leur permettait de percer les autres bateaux par éperonnage. Et là, donc, on a effectivement ce plan qui est là, où il y a eu donc, les Italiens qui s'étaient mis en cercle, là, en demi-cercle dessus, et puis l'armée allemande, on va dire, hein, ou autrichienne, qui était venue, qui était rentrée dessus. Et là, il y a eu un grand coup, une grosse tristesse, c'est qu'il y a eu des erreurs faites par les capitaines des navires, dont un. Et voilà donc le navire cuirassé, le Re d'Italia, qui est là, qui est sur à droite, et qui se fait éperonner par un autre bateau. Là, on ne le voit pas encore, ce n'est pas l'éperon, hein, mais le navire a coulé. Hein, et donc, la bataille, vous voyez que les matelots sont dessous, et il paraît qu'à cette époque-là, les matelots chantaient l'hymne de chez eux, hein, lorsque cette bataille s'est faite. Et voilà l'image sonore de l'épave du Re d'Italia, hein, que l'on va visiter plus en détail. Donc, on a rapidement trouvé, bien sûr, avec les moyens du bord, en faisant des sondages, l'épave, où se trouvait l'épave. Cette épave, bien sûr, on y a plongé dessus. Vous voyez qu'elle a un éperon sur la partie avant, déjà, mais un petit éperon pour elle. Puis après, il y a les canons, bien sûr. Alors, il y avait des canons en fonte et des canons en bronze, des gros calibres d'ailleurs, même. Là, on est sur l'épave, vous voyez, donc il y a là un canon qui est couché. Un autre canon beaucoup plus important, des gros calibres, qui est toujours dans l'épave. Ici, la partie qui a été prise par l'éperon. Et on passe maintenant un petit peu aux avions et épaves de la dernière guerre. Il faut savoir qu'en Méditerranée, on retrouve énormément d'avions encore. Hein, et ici, vous en avez un qui est pas très loin de chez nous, puisqu'il est entre Cassis et La Ciotat. Hein, voilà, c'est un Junker 88, porte-avions, pardon, un avion bombardier de la dernière guerre. Hein, c'était l'armée allemande en avait, je crois, construit à peu près 38 000, hein, d'après ce qui avait été dit, d'après ce que les recherches que nous avons faites, et qui est tombé dans la baie de Cassis, bien au large, entre Cassis et La Ciotat. Et là, effectivement, ce qui nous avait alerté, c'est qu'on a trouvé un moteur. On passe dessus. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un moteur et on trouve un train d'atterrissage qui était avec. Quand on l'a trouvé sous l'eau, tout était collé. On est allé l'amarrer, on l'a remonté au bord du bateau tel qu'il est là, et par la suite, on a commencé un petit peu à le nettoyer. Et en le nettoyant, vous voyez donc cette machine-là qui est magnifique, hein, ce sont des 6 cylindres en V, et, pardon, 12 cylindres en V, et on a retrouvé le numéro d'immatriculation du moteur. En passant par le numéro d'immatriculation du moteur, c'est moi-même qui l'avais fait, j'ai contacté l'aviation allemande, hein, l'armée allemande, quoi, au niveau aviation, et ils m'ont trouvé effectivement que ce Junker 88 avait été bombardé par les canons de terriens et qu'il est tombé en mer par la suite. Par contre,
les pilotes et copilotes, ils ont été sauvés par les pêcheurs français. Voilà. Et donc, on a eu effectivement cette relation avec l'aviation allemande. Et puis, bon, on arrive un peu à la fin. Le sous-marin Proté, ce sous-marin qui est coulé au large de Cassis par 126 mètres de fond et dans lequel se trouvent 74 membres d'équipage. Et il y avait, entre autres, 3 Anglais avec eux, tout simplement parce qu'à l'époque, eh bien, les Anglais occupaient aussi les sous-marins allemands, ne serait-ce que pour traduire les messages qui se faisaient en anglais, de façon à ce qu'il n'y ait pas de fausse traduction. Voilà le sous-marin Proté, sur lequel d'ailleurs j'ai plongé plusieurs fois, avec le sous-marin de Comex, bien sûr. Maintenant, on pourrait le faire avec de l'air, puisque les moyens pour plonger ont bien évolué. Et donc, à l'intérieur, il y a 74 marins, dont le commandant de vaisseau de ce sous-marin, le commandant Georges Millet. Ce sous-marin avait fait escale et il est resté longtemps en Égypte, à Alexandrie. Par la suite, il était parti sur les bords du Maroc. Et de là, il est remonté par la suite vers l'Espagne, où il avait amené des gens pour faire du contrôle et surtout de l'espionnage, on va dire. Il les avait débarqués en Espagne et il rentrait sur Marseille, puisque chaque zone de Méditerranée était surveillée par des sous-marins à l'époque pendant la guerre. Et lui, on lui avait demandé de partir de la frontière des Pyrénées, de la zone des Pyrénées, pour aller rejoindre Toulon. Et c'est là où il s'est pris une mine. Il est certainement passé à côté d'un champ de mine, ce champ de mine que l'on connaît d'ailleurs, puisqu'on a les plans, et il a coulé au-dessus. Et à l'intérieur, bien sûr, c'est une sépulture marine. Il y a eu même des gens qui voulaient rentrer à l'intérieur. Et moi, j'avais téléphoné au préfet maritime à Toulon en leur disant, voilà, il y a des gars qui veulent ouvrir le sous-marin. Et il en avait fait donc une sépulture marine et tout a été fermé par la suite, de façon à ce que personne ne rentre dedans. Il y a quand même 74 corps. Voilà. Il y a du respect à avoir. Voilà donc le sous-marin Proté, vous voyez, donc il a son gardien, là, un magnifique congre, qui est à l'intérieur. Il pourrait faire l'objet d'une partie d'une présentation. Et voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Voilà. Et vous avez une très belle photo du Minibex. Merci beaucoup. Donc, Sylvia, allez-y. Oui, alors bonjour à tous, je me présente, Christine Joly, je suis l'adjointe de l'administratrice que vous avez vue tout à l'heure. Je vous invite maintenant à rouvrir vos micros pour poser des questions à Jean-Claude Cailleul. N'hésitez pas, ouvrez les micros. Alors, on voit certaines personnes apparaître. Attendez, je vais fermer le... Hop, voilà. Ça va? Oui. Alors, voilà, n'hésitez pas à remettre vos caméras en route pour qu'on se voit. C'est le plaisir quand même de cette journée, de renouer le contact avec nos publics. Et puis, n'hésitez pas aussi à rouvrir vos micros et à poser une question. Micro, tu l'as ouvert. Oui. C'est de joie. Alors, Oui, moi, j'ai une Matera. question. Oui, Monsieur Matera, allez-y. Oui, j'ai été très intéressé par cette conférence, bien entendu. On a affaire à un passionné des épaves. Je voulais lui poser une question au sujet de Monsieur Jean-Pierre Joncheret, avec qui j'avais eu une discussion assez longue, notamment sur le Natal, juste avant sa disparition, malheureusement, l'an passé. Je voulais savoir si, entre ces deux personnages qui m'ont l'air aussi passionnés l'un que l'autre, il y avait eu des rencontres et des plongées communes. Oui, soyez rassurés.
c'est un ami de longue date. On a partagé de bons moments, hein, aussi bien sûr, pour des épaves que pour aussi la construction qu'il faisait de l'historique. Hein, et voilà. Jean-Pierre était un homme extraordinaire, très attachant, et je n'ai jamais manqué une participation à ces comptes rendus qu'il faisait, et j'ai la totalité de ses livres. Très bien. Voilà. Merci. Voilà, oui. Bah, oui. Moi, je voulais poser une question Oui, sur une épave mythique en Méditerranée, la Sémillante. oui. Vous avez plongé dans les parages. Est-ce que vous avez déjà été amené à plonger sur cette épave? Non, mais par contre, je sais où elle est. Parce qu'on a trouvé le GPS. On a plongé. Il y a eu des équipes qui ont exploré cette épave. Il y en a qui sont allés explorer, oui. Oui, la Sémillante, oui. De même qu'on a comme épave, par exemple, l'épave qui a ramené la peste à Marseille. Eh ben, elle se trouve à Riou, hein, sur l'île de Riou, hein, et donc on sait où elle est sur une profondeur de 18 mètres, hein, et elle est là. Oui, Voilà. bonjour, Philippe Béjot. Je suis le seul qui a un numéro d'identification. Je n'ai pas su écrire mon nom. J'ai une question concernant les plongées que vous auriez pu faire éventuellement sur des épaves égyptiennes de l'époque des pharaons. Hélas, non. Non, je n'en ai jamais fait. C'est un domaine, c'est une partie où on ne l'a pas faite avec le président. Non, hélas. Est-ce que vous savez si ça existe? Parce que on a retrouvé en Égypte à terre des restes de bateaux très anciens, mais en mer, je ne sais pas. En mer, il doit y en avoir aussi, hein, bien sûr. Je pense qu'il y en a. Le problème, si vous voulez, c'est que l'Égypte s'est transférée sur elle-même. Hein, et vous savez qu'actuellement, dans les parties sud de l'Égypte, à la sortie du fleuve, eh bien, il est interdit de plonger. C'est-à-dire qu'il y a effectivement là pas mal de statues encore sous l'eau. Hein, et donc, ils protègent par des interdictions, ils protègent effectivement ces visites. Alors, c'est vrai que si Comex l'avait demandé, on y serait allé. Et là, on aurait eu, bien sûr, une autorisation de descente pour faire ne serait-ce que des visites et des photos. Mais eux, ils l'ont fait aussi. Hein, voilà. Mais c'est très, très protégé. Il y a des zones qui sont protégées. Hein. Vous avez indiqué un changement de législation entre 61 et 89 concernant les épaves. Est-ce que vous pensez que cela a pu privilégier la plongée, j'allais dire discrète, de personnes qui ne veulent pas répondre éventuellement à la législation de 89? Et bien sûr, ça a tout chamboulé. Avant, si vous voulez, on avait une amphore, on l'a présentée au DRAS. Si elle n'était pas connue, s'ils ne la connaissaient pas, ils vous en donnaient une autre. Elle était plombée et on vous en donnait une autre avec un papier. Ou alors, on vous plombait celle que vous avez découverte et eux, ils avaient l'assurance que vous avez une amphore. Ce qui ne les empêchait pas de dire que si demain ils avaient besoin de l'amphore, ils viendraient pas la saisir, l'emprunter pour la mettre à des expositions. Vous voyez, il y avait un potentiel d'échange qui était très, très humain. Alors que maintenant, impossible de toucher. C'est-à-dire que si je plonge, que je trouve une épave au fond, je ne touche rien, mais je vais leur dire où elle est. Or, en leur disant où elle est, il ne faut pas qu'il y ait plus de 50 mètres, parce qu'ils sont interdits de plonger tous à plus de 50 mètres de fond. Donc, vous voyez un petit peu hein, l'anachronisme que l'on peut avoir. Hein, voilà. Mais on trouve le même problème que pour les inventaires. Voilà, c'est ça. On trouve la même question que pour les inventaires de trésors sur Terre. C'est ça. C'est pareil. Voilà. Ouais. Ce qui minimise un petit peu, certainement, avant, on allait plus souvent les voir en leur disant des choses que maintenant. Voilà. Moi, maintenant, bon, j'ai passé l'âge, je continue à plonger, bien sûr, hein, mais ce sont des choses qui m'intéressent toujours, hein, mais je sais que pour eux, on ne peut rien faire sans qu'ils soient informés. Voilà. Sinon, on est passible à passer au tribunal. Quoi, hein, voilà. Ça a bloqué beaucoup de choses. Hein. Et avant, ils étaient beaucoup plus enrichis par les plongeurs que ce qu'ils le sont maintenant. Merci. Voilà. D'autres questions ?
Oui. 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 Comment je pense? Oui, Jean Fossati à l'appareil. Pour prolonger la question de Gilles Matera, quels échanges officiels ou privés au sujet des épaves en Méditerranée en particulier, parce que bien évidemment, vous n'explorez pas toute la Méditerranée, donc vous allez sur les zones éventuellement déjà explorées. On découvre toujours, hein. On découvre toujours. Vous savez, il suffit des fois qu'il y ait un mauvais temps, hein. Par exemple, un gros labé, où vous avez même en Méditerranée des creux de 3 mètres, hein, pour que le fond puisse se découvrir. Et une épave qui était dans le sable, eh bien, elle apparaît. Ça s'est produit, c'est dans la baie de Cassis. Voilà, il y avait une épave qui était totalement recouverte. C'est une épave qui transportait des amphores gauloises, pardon, et qui était dans le sable. Et un jour qu'il y avait eu un mauvais temps, eh bien, elle a été découverte. On a commencé à avoir un ou deux morceaux. Et en grattant le sable, eh bien, il y a une épave dessous. Dans la calanque d'Anvaux, par exemple, à Cassis, sur le côté, il y a une épave qui est à moitié. Quand on voit le bord d'une amphore, c'est parce qu'il y a eu mauvais temps. Mais sinon, elle est sous le sable ou sous les roches, des fois, des éboulements, des trucs comme ça. On a ça. Une épave de lampe à huile, par exemple, à Cassis. Elle a été. Le bateau, il y est certainement, mais il est sous le sable. Et en plus, il y a les posidonies qui sont mis dessus. Les posidonies sont plantés dessus. Vous avez des mattes d'un peu de partout. Hein, et au milieu de ces mattes, de temps en temps, la mer découvre une pièce, une lampe à huile, un petit truc comme ça. Vous voyez ça, il y a une vie sous-marine aussi. Alors, je ne vous parle pas en dessous de 50 mètres, hein, mais jusqu'à 35-40 mètres, vous avez des fonds marins qui travaillent, suivant l'endroit où ils sont. Voilà. Dans la discussion, vous avez une question de Jean-Philippe Arribage qui vous demande si vous avez eu l'opportunité de plonger sur l'épave de la Lune. Oui. Oui, on est plongé sur l'épave de la Lune avec Henri, hein, avec le sous-marin. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelques pièces archéologiques qui sont dessus. Hein, il y a des vases et des réserves d'eau, hein, qui étaient certainement à bord des bateaux, hein, qui sont en argile, qui sont toujours au fond de l'eau. Oui, oui, on l'a faite. On l'a faite. Ça a dû être une belle aventure quand même. C'est une belle aventure. Oui. Mais vous savez, elle est bien abîmée. Hein. Voilà, elle a été pas mal chalutée, des trucs comme ça. Quoi. Voilà. Oui, on la connaît. Oui, oui. Exact. Très intéressant. Ouais. Merci. Concernant le fantasme habituel, les trésors. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'explorer des épaves contenant un trésor? Non. Alors, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, hein, une fois, on rentrait avec le président d'une campagne sur Brest. Et on passait Gibraltar. Et là, qu'est-ce qu'on rencontre? Il y avait, dans la zone franche de Gibraltar, hein, dans l'endroit le plus étroit, il y a une zone franche. Et là, il y avait un bateau américain qui était arrêté et qui faisait des fouilles. On l'avait su par le sémaphore de Gibraltar. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête avec le président, on s'arrête avec le bateau, on contacte les Américains. Vous voyez, effectivement, ils étaient sur une épave où il y avait de l'or. Et ils ont remonté, effectivement, il y avait des petites boîtes en or, il y avait des petits lingots, il y avait, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a fait 4 photos avec le ROV dedans, et puis voilà, quoi. Mais sinon, ça existe. Voilà. Mais ça ne nous est jamais arrivé à nous. Et toujours pas trouvé le trésor de Rommel. Ah non, non. On ne sait pas qui est-ce qu'il a. Hein. On ne sait pas qui est-ce qu'il a, vous savez. Hein, parce qu'il est parti de la Corse. Alors, vous voyez, il faut faire parler les Corses. Hein. Oui, c'est en Corse. Non. Je me fais le relais du fil de discussion. Il y a Olivier Michaud qui vous demande si vous avez eu recours aux techniques
de photogrammétrie? Et si oui, quels sont vos commentaires? Ah, sur la photogrammétrie, oui, on a fait. Oui. Le principe, Sans commentaire. c'est-à-dire que vous avez un appareil qui descend sous l'eau et qui permet effectivement de faire des photos les unes à côté des autres, qui sont par la suite reliées par un logiciel particulier, et vous avez effectivement la photogrammétrie de l'épave. Oui, oui. On en a fait, j'en ai quelques-unes de photogrammétrie comme ça. C'est très intéressant. C'est un peu technique, moi, me faire rebondir sur une question que j'avais. Vous avez montré un blaster, vous avez montré un ROV, vous avez montré le sous-marin Remora. C'est beaucoup de moyens financiers, ça vous vient d'où à l'association? C'est la COMEX. C'est COMEX, c'est le président de l'OZ qui investissait là-dessus. Voilà. Voilà. Oui, oui. Et on a toujours, on a d'ailleurs, il y avait effectivement, on partait, on savait où on allait, on amenait ce qu'il fallait. On avait, alors, particularité, quand on partait en bateau, c'est moi qui faisais la cuisine. Voilà, pas de cuisinier. Et j'allais faire les courses la veille du départ, 2 jours avant. Et puis, je faisais mes menus et en avant. Voilà. Donc, bien sûr, mais archéologue, c'est un grand mot, mais et coq, voilà. Voilà, de très bons moments passés que j'aime partager, je vous l'assure. Moi, je voulais poser une question. Oui. J'ai dit que vous aviez plongé l'interface entre les deux tectoniques. Oui. L'objectif de plonger sur cet endroit très précis, vous cherchez quoi? Rien. C'est un symbole? Rien. Non, non, c'est un symbole. Simplement, on rentrait de Brest, là, on revenait un petit peu de la mer du Nord, Brest, et on rentrait sur le passage, et arrivé au niveau de Gibraltar, moi, je regarde la carte marine, et je vois qu'il y a un haut fond, en plein océan Atlantique. Je crois que c'est 290 nautiques, me semble-t-il. Il y avait un haut fond. J'ai dit, Henri, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, on va le voir. Écoutez, on va le voir. On y est allé et on a plongé sur ce haut fond. C'est voilà, le haut fond de Gorenge. Vous me le rappelez, c'est senti. Où on a effectivement plongé sur une profondeur de 40 mètres avec au milieu des gorgones énormes qui faisaient 5-6 mètres de haut. C'était magnifique. Voilà. Et du poisson, alors n'en parlons pas. Il y avait des mérous, il y avait des tas de poissons qui sont là tranquilles. Et ce site n'est visité que par quelques pêcheurs espagnols et quelques pêcheurs marocains qui ont des bateaux suffisamment costauds pour aller à 500 km large, à peu près. Voilà. Voilà, on en est. J'ai une question. Jean-Marc de Samy, j'ai une question. Vous nous avez montré une très belle épave étrusque du Grand Ribot. Oui. J'aurais voulu savoir s'il y avait des épaves proprement grecques. Ah oui, il y en a aussi. Donc j'habite à La Ciotat. Oui, oui, mais il y en a aussi. Il y en a, il y en a. Alors, il y en a une du côté de Nice. Il y en a une du côté de Nice. On l'avait faite par-dessus, comme ça. Après, de grec pur, je crois qu'il y en a une du côté de l'Espagne aussi, mais on ne l'a pas faite. Voilà. Mais il y en a, il y a des épaves grecques aussi. Voilà. Merci. Mais à La Ciotat, vous devez la connaître, cette épave-là, qui est devant l'île verte. Oui, c'est le côté est de l'île verte. C'est au sud. Au sud, oui. Au sud de l'île verte. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Voilà. Oui. Elle est belle. Qui a été analysée par l'archéologue de Marseille. Ah. Goury? Je sais pas. Non, je pense que vous parlez du Dras, quoi. Voilà. Oui. Oui, ils sont allés, bien sûr. Oui. Il y a ça, et puis il y a des petits pots aussi. Il y a des amphores, et puis il y a des petits pots comme des petits pots à anchois, vous savez, qui servaient là, sur cette épave. Oui. Voilà.
Oui. Hier. 1er siècle, oui. Mais je n'ai pas fait. On n'a pas fait. Non. On n'a pas fait. Oh, il y en a encore, vous savez, à découvrir. Hein. Bon. Voilà. Mais écoutez, nous avons passé de bons moments. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. En ligne depuis le Musée national de la marine de Toulon. Merci Jean-Claude. Bon, il n'y a pas de quoi. Prochaine fois, on fera la grotte. Hein, on refera la grotte Cosquer la prochaine fois. On a des projets de conférences avec Jean-Claude Crayol qui a super intéressants témoignages à nous apporter. Voilà, donc on espère vous retrouver le mois prochain pour la prochaine conférence, peut-être en présentiel, et sinon en ligne comme cette fois-ci, de conférence de Patrick Villiers. Voilà. Ah oui, pardon, Bernard Sassot, le tunnel sous la Manche, les aspects diplomatiques et effectivement militaires, le tunnel sous la Manche. Voilà, un grand merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.